amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire qui a inspiré la série Stranger Things, comme le dit le titre de cette vidéo. Alors, ce fait réel n'a pas inspiré toute la série, mais on s'en est inspiré pour écrire un des personnages, qui est le personnage qui arrive à la saison 4 et qui s'appelle Eddie Munson. Du coup, il faut savoir que moi personnellement, je ne suis pas une adepte de cette série. J'ai jamais accroché en fait, je l'ai regardée, mais je sais pas, j'ai jamais eu la foi de continuer, ça m'a pas. Enfin, si je m'ennuyais pas, mais j'étais pas vraiment dedans. Cet avis ne regarde que moi bien évidemment parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette série, mais moi voilà, j'ai jamais trop accroché. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette série ou pas. Cependant, cette série m'a appris l'existence d'une affaire que je ne connaissais pas, et du coup en fait un jour j'ai lu un article qui disait que la série était inspirée d'un fait réel, et ça m'a beaucoup intéressée bien évidemment parce que vous me connaissez maintenant, et j'ai fait mes recherches et c'est vrai qu'il y a inspiration de faits réels. Alors du coup, comme dit, quand les réalisateurs ont voulu écrire le personnage d'Eddie Munson, ils se sont inspirés d'une personne qui a réellement existé et qui s'appelle Damien Echols, et qui existe toujours d'ailleurs. Damien Echols, quand il était plus jeune, pendant très longtemps, il a été impliqué dans une affaire de meurtre. C'est l'affaire des 3 de Memphis West, donc en anglais c'est West Memphis 3 si vous voulez avoir plus d'informations. Et c'est une affaire qui dénonce le terrible meurtre de 3 enfants âgés de 8 ans par des rituels sataniques. Alors pour cette affaire, on se dirige aux États-Unis dans l'Arkansas en 1993. Il faut savoir que l'Arkansas est très pauvre, où il y a un taux de criminalité qui est super élevé, les gens ne vivent pas bien, il y a beaucoup de délits, il y a beaucoup de vandalisme, enfin voilà, c'est vraiment pas une bonne ville où habiter. Et dans cette affaire, on va se concentrer sur 3 enfants âgés de 8 ans qui s'appellent Steve, Michael et Christopher. Les 3 enfants sont meilleurs amis, ils sont toujours ensemble, ils font aussi partie des scouts. Le 5 mai 1993, les 3 enfants partent ensemble passer l'après-midi, partent à vélo et ils veulent faire une petite balade dans la ville, mais malheureusement ils ne reviennent pas. Donc vers 20 h, le beau-père de Christopher a signalé sa disparition à la police parce qu'ils avaient que 8 ans, donc à 20 h quand on a 8 ans on est censé être revenu à la maison, et là ils ne revenaient pas. Du coup la famille, et toutes les familles d'ailleurs, commencent à sévèrement s'inquiéter. Du coup la disparition va directement être prise en compte et tout le village et toutes les familles, les voisins, etc. vont commencer à chercher les 3 petits garçons parce que tout le monde s'inquiète. Malheureusement, pendant 48 heures, on n'a aucune piste, aucune info par rapport à la disparition de ces 3 enfants. Et au bout de ces 48 heures, on va retrouver une chaussure qui flotte dans une rivière. Et la police va suivre cette chaussure qui va les amener dans un fossé de drainage. Arrivé dans ce fossé, ils retrouvent les 3 enfants qui sont morts. Alors là, petit disclaimer parce que c'est assez violent, donc ceux qui ne veulent pas écouter la façon dont on les a retrouvés, sautez quelques secondes de la vidéo parce que c'est assez explicite. Du coup, quand la police retrouve les enfants, donc on peut parler de cadavres parce que comme je l'ai dit, ils étaient déjà morts. Ils sont ficelés avec leurs lacets, mais de façon sadomaso, donc vraiment une façon de les ficeler très particulière et très sexuelle. Ils ont beaucoup de mutilations au niveau des parties intimes, comme si on avait essayé de les castrer. Les policiers retrouvent aussi beaucoup de sperme sur leurs habits et du coup, ils pensent directement à un viol. Quand les corps sont inspectés, on découvre que Christopher est mort suite à ses blessures par rapport à la castration, et on découvre que Steve et Michael ont subi le même sort, mais par contre ce n'est pas ça qui les a tués, ils sont morts parce qu'ils ont été noyés. Les recherches pour prouver qu'il y a eu viol sur les enfants ne se sont jamais avérées, donc normalement ils n'ont pas été violés, mais comme dit, ils avaient toujours le doute par rapport à ça. Ce meurtre choque profondément la ville parce que déjà c'est des enfants, c'est très violent. Ils soupçonnent aussi qu'il y a eu des rites sataniques qui ont été faits sur les corps des enfants, et donc tout le monde est profondément choqué dans la ville et vraiment les gens peinent à s'en remettre. Donc là il se passe une véritable chasse à la sorcière, toute la ville veut vraiment retrouver les coupables, donc il y a plusieurs suspects dont 2 adolescents qui n'aboutit pas, un autre homme qui n'aboutit pas non plus. On ne trouve pas les coupables pour le moment, mais vraiment tout le monde est super actif pour les ou le retrouver. L'attention va vite se porter sur 3 adolescents âgés de 16 à 18 ans. On retrouve Jason Baldwin qui est âgé de 16 ans, Jesse Miskelly âgé de 17 ans et Damien Echols âgé de 18 ans. Ces 3 adolescents, ils sont un peu rebelles on va dire, ils ont déjà un casier judiciaire pour vandalisme, ils ont aussi beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est rituel démoniaque, magie, et ils adorent le métal. Là, c'est super important de placer le contexte dans ces années-là, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, vers les années 1980, il y a eu une véritable panique satanique. Alors cette panique satanique, en fait, c'est le fait que les gens étaient persuadés que des forces
occultes ou des rites sataniques se cachaient absolument partout. Ils n'avaient plus confiance dans leurs proches, dans leurs voisins. Ils avaient l'impression que tout le monde avait un côté totalement obsédé par Satan et qu'ils faisaient des rites. Les gens avaient toujours peur qu'on prenne leurs enfants, qu'on les tue pour des rituels sataniques. Ils voyaient le diable et le mal partout. Et du coup, cette panique satanique, elle a vraiment créé une hystérie collective en Amérique, où vraiment les gens étaient obsédés par ça quoi. Ils pensaient vraiment qu'il y avait des adeptes de Satan partout, qui louaient Satan, que ça pouvait être quelqu'un de leur voisinage et qu'ils étaient entourés par ça. Et il faut savoir aussi que c'est en fait un bouleversement qui a eu lieu aux États-Unis parce que dans les années à peu près 1970, les femmes aux États-Unis ont commencé à trouver beaucoup de travail en dehors de leur foyer. Donc les enfants du coup n'étaient plus avec les mamans, ils étaient avec des gardiennes. Donc en fait ça a créé vraiment un bouleversement psychologique des mœurs de l'époque où le mari va travailler, la femme reste à la maison, c'était plus du tout comme ça. Et donc du coup les gens ont commencé vraiment à être parano vu qu'ils devaient garder les enfants, ils avaient peur qu'il arrive du mal aux enfants. Et tout ça avec aussi la montée du mouvement métal, hard rock, vraiment créé quelque chose de très néfaste qui s'appelle la panique satanique. Et du coup à cause de cette panique, les gens qui aimaient les musiques un peu différentes comme le métal, le hard rock, qui aimaient un peu les nouveaux jeux comme Donjons et Dragons, du coup les jeux un peu fantastiques avec des morts, qui s'intéressaient aux serial killers, donc nous on aurait été vraiment dans le caca. Ils étaient très vite soupçonnés de rituels sataniques et que clairement quand il y avait un meurtre et tout, on allait se retourner contre ces gens en disant oui c'est eux parce qu'ils aiment ci, parce qu'ils aiment ça, que c'est pas normal et on est sûr que c'est des adeptes de Satan et blablabla, alors qu'il y avait aucune raison. C'est pas parce qu'on s'intéresse à des choses ou on écoute une certaine musique que on tue et qu'on est mauvais. Ça n'a rien à voir. Du coup, ces trois adolescents sont arrêtés par la police et Jessie va se faire interroger pendant plus de 12 heures et va avouer avoir participé au meurtre avec ses deux amis. Et il faut savoir que Jessie avait un QI un petit peu plus faible que la moyenne, il était de 72 et qu'en fait toutes les conditions, le fait d'avoir été interrogé pendant 72 heures, qu'on lui dit c'est toi et tes amis qui ont fait ça, la pression, qu'on lui expose les photos comme ça des enfants qui ont été mutilés, ça l'a mis dans un état de stress et en fait on dit que c'est pour ça qu'il a avoué les meurtres, pour qu'on le laisse tranquille et qu'il était plus capable, dû à son QI aussi, de faire la différence entre le vrai et le faux parce qu'il était soumis à un stress trop important. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché la police de prendre ses accusations directement et d'aller directement arrêter les deux autres garçons et de les condamner. Du coup, un an après le meurtre, les trois adolescents sont condamnés. Jason et Jessie vont prendre la perpétuité et Damien va prendre le pire, il va prendre la condamnation à mort par injection létale. Et ils sont accusés du coup d'avoir fait ce meurtre pour assouvir un rituel satanique. Mais heureusement pour les garçons, beaucoup de personnes trouvent qu'ils ont été accusés un petit peu trop vite et qu'il n'y avait pas assez de preuves. En juin 1996, il y a un documentaire qui sort et qui s'appelle Paradise Lost Child Murder at Robin Hood Hills. Et en fait ce documentaire est très très important parce qu'il met en évidence le manque de preuves pour avoir accusé ces adolescents. Il met aussi en évidence que c'était vraiment une panique satanique à ce moment-là aux États-Unis et que du coup les gens voulaient vraiment trouver absolument un coupable et qui corresponde vraiment au profil des garçons en fait, qui soit un petit peu dans le métal, qui soit un peu gothique, qui soit enfin tout ça, et qu'en fait c'était vraiment les parfaits coupables. Mais la question est, est-ce qu'ils sont vraiment coupables? Ils disent aussi qu'il y a eu une disparition de sang sur la scène de crime et en gros ils dénoncent le fait qu'il fallait vite des coupables et que les jeunes ont été accusés bien trop vite sans preuve évidente. Et en 2000 il y a un deuxième documentaire qui sort, toujours le Paradise Lost Révélation, et qui va encore appuyer le premier documentaire en disant que c'est n'importe quoi ce qui s'est passé, qu'il faut absolument que les jeunes soient de nouveau jugés et qu'il y ait une véritable justice cette fois. En plus entre temps il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de tests ADN qui ont été faits sur la scène du crime et qu'ils ont retrouvé sur les lacets avec lesquels les enfants étaient attachés des cheveux Terry Hobbs qui était le beau-père de Steve et de son ami David Jacoby. Donc du coup voilà, ça peut très bien être un total hasard qu'il y ait des cheveux parce que c'était son beau-père, donc bien sûr il y a voilà, vos parents ils peuvent laisser des cheveux ou des poils ou je ne sais quoi sur vous parce que c'est normal, vous vivez avec. Mais le problème là-dedans c'est que on trouve des preuves et on prend pas le temps d'aller voir le beau-père, de lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin de lui faire subir un interrogatoire. Mais par contre les trois jeunes, juste parce qu'ils avaient le physique de coupable à cette époque-là, là on les emprisonne directement. Et donc plus les tests ADN sont effectués et plus ils prouvent qu'il n'y a même pas la preuve de la présence des trois adolescents sur la scène du crime. Donc il n'y a vraiment aucune preuve vraiment physique qui prouve que c'est eux qui ont tué.
Du coup, il y a une énorme mobilisation de la presse et de certains artistes qui disent vraiment que c'est pas juste qu'ils aient été condamnés, surtout que Damien Echols, il a pris la peine de mort et qui va se faire vraiment tuer pour quelque chose qu'il n'a peut-être pas fait. Du coup, il y a un nouveau jugement qui se fait en 2011. Et là, les adolescents vont passer avec le procureur un accord de plaidoyer d'Alford. Le plaidoyer d'Alford, en fait, c'est quand on se déclare innocent tout en étant condamné à la peine déjà effectuée. Et ils doivent aussi reconnaître que l'accusation possédait assez de preuves pour les faire accuser. Du coup, vu que les adolescents sont restés quand même 18 ans et 78 jours en prison, donc c'est même plus des adolescents, c'est totalement des adultes maintenant, dans ce plaidoyer, ils acceptent d'avoir fait la peine qu'ils ont déjà fait, donc les 18 ans et 78 jours, et ils sont relâchés après cette peine, mais ils ont aucun dédommagement par rapport au fait qu'au final, ils sont considérés comme innocents et qu'ils ont quand même été enfermés 18 ans et 78 jours, c'est juste énorme. Et le pire dans cette histoire, clairement, c'était Damien Echols, parce que lui, il avait vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça veut dire que pendant 18 ans, on lui a dit oui tu vas mourir, non tu vas pas mourir, oui tu vas mourir mais pas maintenant. Enfin, il était quand même condamné à mort, donc pendant 18 ans, il s'est dit je vais mourir du jour au lendemain, on va peut-être me relâcher ou... Mais est-ce que vous vous rendez compte les circonstances de ce que cet homme a vécu, c'est juste terrible. Du coup, en 2014, 3 ans après sa sortie de prison, il va écrire un livre qui s'appelle La vie après la mort et qui est un livre autobiographique qui va un petit peu nous expliquer ce qu'il a vécu pendant ses 18 ans et comment il s'en est sorti, comment il a tenu mentalement et ce qu'il pense de la situation. Et par rapport à cette affaire, on n'a jamais trouvé qui avait tué les enfants. De ce que je sais, il n'y a toujours pas de coupable. Après, je sais pas si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire, mais moi, j'ai rien trouvé sur les coupables. Je sais juste que les 3 ados se sont fait innocenter et qu'on n'a pas accusé d'autres coupables. Mais ce qui est super intéressant dans cette affaire, c'est vraiment l'injustice, vraiment comme dit, parce qu'il y a eu le mouvement de la panique satanique et cette hystérie collective qui a vraiment fait accuser des gens juste parce qu'en fait, c'était des stéréotypes, des coupables parfaits pour eux par rapport à cette période. Ça veut dire qu'on n'a même pas eu envie d'aller chercher de véritables preuves, de faire un véritable procès, juste parce qu'ils avaient vraiment le look, on va dire, du coupable, ils ont été dénoncés coupables, et en plus parce que voilà, comme on l'a dit, ils avaient déjà un casier, ils avaient fait du vandalisme, donc pour eux c'est tout à fait normal et tout à fait logique que ce soit eux les coupables. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement j'étais super choquée quand j'ai fait les recherches parce que comme dit, je trouve ça tellement injuste en fait. Et ça fait peur, franchement ça fait vraiment peur parce que on se dit que si demain il y a un autre mouvement comme ça, on trouvera des parfaits coupables et même s'ils sont innocents au final, on s'en fout. Tant qu'on a trouvé quelqu'un et en plus que ça correspond à ce dont on a peur par rapport à notre époque, et ben c'est bouclé quoi et on peut aller en prison et même se faire peut-être tuer juste parce que des gens l'ont décidé et qu'on n'a pas eu un véritable procès avec des vraies preuves. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à très vite, au revoir!